Bonsoir Essar. Bonsoir Tom Alors et Essar, bonsoir tout le monde. oui, Bonsoir tout le monde aussi. Et bonsoir à tous nos spectateurs et tous ceux qui nous écoutent aussi. merci Essar. Alors, nous arrivons au 39e site-rep du 4 mai 2018 et nous allons aborder évidemment le site-rep, mais avant, on va faire une petite parenthèse qui devient traditionnelle malheureusement parce qu'on aimerait Mhm. bien que les choses évidemment aient une issue positive. Or, en ce moment, c'est plutôt extrêmement mal parti malheureusement. Nous allons aborder donc un sujet qui vous est cher et moi qui me préoccupe énormément également. C'est ce qui se passe à Gaza pour la 5e manifestation pour le droit au retour des Palestiniens qui sont soumis à une férocité sioniste inacceptable, criminelle, puisque si les manifestants en France étaient soumis à un tel régime, ce serait la révolution le lendemain. Parce que là, on a ce qu'on appelle des tirs à balles réelles. Hein. C'est vraiment des Ouais, tout tirs à à balles fait, réelles. Hein. tout à fait. Alors effectivement, je commence par exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien qui se bat dans tous les territoires occupés d'ailleurs, dans toute la Palestine occupée, que ce soit occupé en 38, occupé en 67 ou au Gaza. Tous ceux qui manifestent aujourd'hui leur volonté de retour, leur volonté d'indépendance que cesse l'occupation israélienne de leur territoire et de leur pays. Depuis la déclaration de Trump pour transférer la capitale en fait L'ambassade. à Jérusalem, de Jérusalem à Jérusalem, oui. Oui. Enfin, transférer l'ambassade, l'ambassade américaine. Euh, je peux dire quand même, je voudrais rappeler que cette décision de Trump a été réfutée par la majorité, une très grande majorité des pays qui sont des pays constituants et membres de l'ONU, et que les pays, 10 pays se sont abstenus. Il y a aussi quand même une très grande majorité du monde qui appuie le peuple palestinien dans sa démarche et dans sa lutte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais effectivement exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi condamner fermement non seulement cette répression israélienne, mais toute l'impunité dont jouit l'État d'Israël au vu de l'ensemble du monde et des instances mondiales, aussi bien des droits de l'homme que des droits des nations, que de l'ONU, etc., puisque la Palestine est un pays occupé et que l'occupant n'a pas du tout à exercer toutes ces horreurs sur le peuple occupé. Bien au contraire, il est responsable à la fois de sa sécurité et puis de le mener vers l'indépendance en fait. Je rappelle quand même que Oslo contient aussi un article qui est censé mener la Palestine à l'indépendance et en fait rien des accords d'Oslo n'ont été appliqués par Israël. Par cet État, cette entité d'occupation qui spolie complètement l'histoire, la civilisation, les terres palestiniennes et le droit des Palestiniens. Toute ma solidarité. Je peux dire aussi, je voudrais saluer cette lutte des jeunes qui, jour après jour, débordent d'imagination pour la défense de leurs droits. Aujourd'hui, ils sont en fait ces derniers temps, donc on a vu des jeunes Palestiniens se déguiser en avatar, en se référant à ce film Avatar qui
montre la lutte d'une planète qui a été envahie par les Américains et qui a gagné. Donc eux, ils se déguisent comme ça et qui vont aussi donc dans ces manifestations. D'autres qui utilisent les ballons d'hélium qu'ils allument en fait pour brûler ou s'attaquer aux colons qui eux les agressent systématiquement, soit aussi par comment dire les avions en papier, les Kite Runners, comment on les appelle en français, je sais plus, donc aussi qu'ils envoient dans le ciel et puis qui portent une charge et qui brûlent. Donc c'est en fait ce sont les moyens d'un plein de création d'un peuple qui continue sa lutte 70 ans après l'occupation israélienne qui a été à la fois créée, autorisée par les Britanniques, mais aussi ratifiée par l'ONU à ce moment-là. Donc ça a été une des plus grandes décisions de l'ONU en 1948, malheureusement. Donc voilà, cet état d'occupation est un état qui est à bannir, je peux dire, et surtout à sanctionner, à punir dans le monde entier. Et j'appelle tous les peuples et tous les pays du monde à boycotter l'État d'Israël, appliquer des sanctions pour que Israël s'en remette au droit international dans le respect des droits des peuples et dans le respect des droits de l'homme. Voilà. Oui, à noter d'ailleurs qu'une actrice extrêmement connue qui est née à Jérusalem, qui est une israélo-américaine qui s'appelle Nathalie Portman, plus connue sous le nom de Padmé dans la trilogie, dans une des trilogies de Star Wars, qui a refusé, qui a boycotté la remise d'un prix en Israël, justement en réaction aux crimes commis par les sionistes contre les Palestiniens à Gaza. Je crois qu'on a dépassé les 40 morts. Et il faut noter aussi quelque chose de particulier, c'est que des journalistes qui étaient parfaitement identifiés avec l'étiquette presse sur leur poitrine comme dans leur dos, donc là il n'y avait pas d'erreur possible, ont été visés et certains sont morts. Donc, tout à fait, ils ont été tués, voilà. Sciemment tués. Effectivement, alors je voudrais aussi rappeler le cas de cette jeune poétesse qui s'appelle Darin, donc qui a été aussi arrêtée pendant 2 mois, emprisonnée pendant 2 mois et dont le procès a eu lieu il y a 2 jours, qui la condamne encore pour avoir édité sur Facebook une poésie qui rappelle les atrocités israéliennes vis-à-vis des familles qui ont été brûlées entièrement, brûlées vives. Donc, je rappelle aussi ce chanteur des Pink Floyd qui a aussi refusé d'aller à ce festival en Israël. Qui chante, oui, tout à fait, et qui a chanté pour la Palestine. Donc, en fait, tout ceci, c'est important et il est important de multiplier toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan social. Donc, avec les Palestiniens, nous sommes tous avec les Palestiniens et je pense que la Palestine vaincra. Mais accentuons aujourd'hui le boycott et les sanctions contre Israël qui se met systématiquement hors la loi. Alors, Essar, si vous me permettez une transition vers le site web proprement dit, vous parliez tout à l'heure de l'ex, enfin c'est un des membres, un des ex-membres du groupe Pink Floyd, donc Roger Waters, a non seulement fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il a boycotté un passage en Israël pour sa tournée, mais il a aussi, ce qui est très important pour votre pays, la Syrie,
il a manifesté son opposition totale à la reconnaissance de l'attaque chimique de Douma en exposant en plein concert la perfidie et la tromperie organisée avec les casques blancs, parce qu'il a été visiblement contacté par un membre très actif qui soutient les casques blancs, en lui enjoignant de manifester en faveur des casques blancs, probablement dans un de ses concerts ou en déclaration publique. Et il a fait strictement le contraire en considérant que les casques blancs étaient des terroristes, ou quasiment des terroristes. Il a donc expliqué que pour lui c'était un false flag, que c'était un acte sous faux drapeau organisé par des terroristes pour justifier un bombardement de la Syrie. Donc, je le salue doublement, parce qu'effectivement, les casques blancs sont une partie de Nusra et sont des terroristes eux-mêmes. Et tout leur travail, enfin, je rappelle quand même que les casques blancs ont été créés par un MI6 qui s'appelle Gérard Le Mesurier. Et donc, c'est un membre du MI6 britannique et il travaille donc pour les renseignements britanniques et qui, eux, animent effectivement Al-Nusra. Donc, du coup, on va aborder le CITREP proprement dit, et on va aborder le CITREP en faisant référence à quelque chose qui s'est produit le 29 avril au soir, qui est une frappe de missiles sur plusieurs postes militaires, plusieurs sites militaires, avec de nombreuses victimes. Je crois qu'il y en avait plus d'une trentaine. Vous avez sans doute les chiffres plus précis, mais aussi parmi cette trentaine de victimes, c'est-à-dire de morts, on a surtout une grande majorité de soldats iraniens, ce qui est un remake, en fait, beaucoup plus sanglant de l'attaque du 9 avril, qui avait quand même soulevé beaucoup plus de réprobation internationale, ou en tout cas d'attention des médias. Là, curieusement, cette attaque du 29 avril n'a pas soulevé beaucoup de dépêches, pas soulevé beaucoup d'attention des médias occidentaux, et pourtant il a une signification encore plus grande. Ce bombardement aura un impact beaucoup plus grand encore que l'attaque du 9 avril, qui une nouvelle fois est soupçonnée d'être une attaque israélienne, avec des missiles qui sont visiblement des missiles très récents, donc très sophistiqués. Et ce serait apparemment une représaille face à quelque chose. Alors ça reste à déterminer, mais c'est apparemment une représaille contre une opération militaire des forces syriennes avec ses alliés, du côté de l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire à l'est d'Er ez-Zor plus précisément, qui aurait permis la récupération d'un nombre non négligeable de villages qui étaient occupés par les forces démocratiques syriennes, ou pseudo-syriennes déjà, et puis pseudo-kurdes, avec le concours apparemment des terroristes de Daesh sans étiquette, appuyés par apparemment des unités spéciales des forces américaines, donc de la coalition US qui occupe le secteur là-bas. Donc apparemment les forces de votre pays, sous forme de milice avec ses alliés iraniens et du Hezbollah, ont réussi une prouesse militaire en libérant une grande partie de cette zone qui est entre la frontière irakienne et la rive est de l'Euphrate, sur une grande portion verticale. Et donc là, la réaction, je dirais, des forces coalisées, constituées par les forces américaines, les forces britanniques, les forces françaises, probablement même des forces allemandes, et puis très probablement des forces israéliennes, ont été défaits et ils ont voulu se venger. C'est la lecture que certains font de ce bombardement du 29 avril. Alors je vous laisse la parole pour nous dire ce que vous en pensez.
Alors en fait, d'abord, je voudrais rappeler que cette zone, effectivement, à l'est de l'Euphrate, contient des bases américaines et les Américains ont mis pratiquement une ligne rouge à la traversée, une ligne rouge entre guillemets, j'entends, parce que pour nous, il n'y a pas de ligne rouge. On est dans notre territoire et la Oui. Syrie, elle défend son propre territoire. Donc, en fait, les Américains, ils avaient mis une ligne rouge à ne pas franchir, soi-disant, c'est la partie qui se trouve à l'est de l'Euphrate jusqu'aux frontières irakiennes. Ça, c'est un premier point et effectivement, l'armée syrienne récemment, dans l'élan de ses victoires aussi et de ses avancées, a libéré 6 villages qui étaient dominés par Qassad, en fait, les forces dites forces syriennes démocratiques, qui ne sont rien d'autre que ceux qui sont soutenus, alliés aux États-Unis, et qui ne sont rien d'autre qu'une refonte de Daesh et des Kurdes qui sont alliés aux États-Unis, dirigés par les Américains. Donc, ce sont les Américains plus des Kurdes, je ne dis pas les Kurdes, et ça c'est un point qui est très important, parce que quelques Kurdes, ce sont quelques Kurdes traîtres, et ils ne sont pas que des Kurdes. Il y en a d'autres aussi qui sont des traîtres à leur pays, donc à la Syrie, et qui sont de connivence avec les Américains, qui agissent dans cette région, et les Daesh qui ont été repêchés par les Américains, qui sont donc qui agissent dans ce coin et qui se sont opposés, donc qui occupent ces villages qui ont été libérés récemment donc par l'armée syrienne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'avancée de l'armée syrienne aussi dans la route qui a décelé à quel point aussi les fortifications et les équipements dans la route est, surtout à Douma et à Harasta, ont été préparés pour rester longtemps et pour rester surtout longtemps dans le flanc de la capitale syrienne comme une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement syrien. Donc, bien sûr, cette libération de la route a montré à la fois des armes, des munitions, des produits chimiques, des hôpitaux de campagne, etc. Tout ceci avec des Israéliens, des pays américains et des pays de l'OTAN, donc français, britanniques, etc. Aussi bien les munitions, les produits, et tout ce qu'il y avait, même des usines de fabrication à la fois d'armes chimiques et à la fois de munitions, des têtes de missiles, pour faire à la fois les false flags et pour agresser la population syrienne sans arrêt, et donc pour rester là. Donc il est certain que toute cette avancée de l'armée syrienne et ces victoires et de l'armée syrienne, surtout aussi que les populations de la route de ces villes qui ont été libérées ont tout de suite scandé vive la République arabe syrienne, vive l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, vive le président Assad, a fortement déplu donc à ces forces qui veulent imposer leur diktat à la Syrie, ce qui a valu effectivement une première plusieurs agressions et plusieurs attaques conjointes d'ailleurs. Je rappelle l'agression de la Syrie qui a eu lieu le 14 avril, c'était donc une agression conjointe des États-Unis, la France, l'Angleterre. Oui. Ils s'en sont pas cachés. Une deuxième, celle qui l'a précédé, l'agression au niveau le 9 avril de l'aéroport du Tifo, le T4 en fait, oui, oui. Aussi qui a été, sans parler des agressions précédentes contre
l'aéroport de Shairat et plusieurs agressions. L'agression aussi au cours de laquelle les F-16 ont été atomisés des Israéliens, et cette dernière agression aussi qui a été contre 4 points importants, 4 sites importants, un site au nord de Homs, un site au sud de Hama et un site au sud d'Alep. Donc tout ceci pour montrer en fait à quel point ils sont effectivement dérangés par ces victoires de l'armée syrienne et surtout par l'échec de leur plan de partitionnement de la Syrie et l'échec de leur plan en fait, pas seulement de partitionnement, mais aussi de transformer la Syrie en lieu, en base, je dirais, d'appui pour les Américains ou pour les Israéliens, en y mettant des forces alliées à eux qu'ils ont effectivement depuis 7 ans et quelques maintenant, dans la 8e année, qu'ils essayent de mettre au pouvoir d'une manière ou d'une autre en tournant autour du pot, que ce soit par des négociations à Genève ou par l'appui militaire, etc. Donc l'échec de tout ce plan fait que effectivement toutes ces forces impérialistes au service d'Israël d'ailleurs en fait, puisque Israël est leur agent dans la région, donc ils veulent absolument que Israël continue à être protégé et continue à avoir une présence et une supériorité au niveau des armes. Ce qui a aussi beaucoup dérangé les Israéliens, c'est que leurs avions F-16 ont été descendus avec des armes qui datent de 1974. Donc, ce sont loin d'être des armes très récentes. Et donc, suite à ces agressions, la Russie, alliée de la Syrie, et qui a bien vu qu'il y a ces agressions, mais aussi que la Syrie se défendait bien et que l'armée syrienne a suffisamment de compétences aussi pour se défendre fortement et correctement, a décidé de fournir à la Syrie les S-300, des S-300, ce qui a encore rendu fou toutes ces forces de domination américaines et israéliennes, mais aussi ces forces d'agression et de domination de l'OTAN. Donc, je n'exclus ni la France ni l'Angleterre de ce front, de cet axe d'agression. Pour moi, je n'irai pas détailler qui a agressé, puisqu'on sait a priori aujourd'hui que ces missiles sont partis de la base d'Al-Tanf, qui est une base américaine. La fameuse qui se trouve voilà, à côté du fameux camp d'Al-Rukban, qui est utilisé comme bouclier humain par les Américains pour empêcher la Syrie de recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, dans ce secteur-là en tout cas. Tout à fait. Et qui utilise donc, les Américains utilisent ce camp de réfugiés comme un vivier pour ces futurs combattants contre la Syrie, sachant que les gens qui sont dans le camp en question sont forcés de rejoindre cette fameuse entre guillemets opposition armée contre la Syrie sous peine de représailles. Et les premières représailles en question, c'était l'entrave à l'arrivée d'aide humanitaire, même par l'ONU. C'est ce qui faisait que Moscou dénonçait systématiquement ce double standard américain, qui consistait, soi-disant, les Américains accusaient les Russes et les Syriens d'empêcher, les produits humanitaires, les denrées humanitaires, d'accéder aux civils de la Ghouta orientale, alors qu'en fait, c'était les terroristes qui s'accaparaient ces aides humanitaires.
et alors que les Américains empêchent l'aide humanitaire d'arriver au fameux camp d'Al-Rukban. Donc effectivement, il y a des rumeurs qui disaient que les missiles qui ont frappé au moins les trois secteurs, enfin les trois zones militaires syriennes le 29 avril, partaient en fait de cette base militaire illégale des Américains à Al-Temf. Tout à fait. Donc là aussi, en fait, je tiens à signaler en fait encore comment dire, les Américains qui parlent de ligne rouge, et cette région, elle fait partie quand même de l'État syrien, elle fait partie du territoire syrien, et en toute légitimité, l'armée syrienne peut et doit défendre son territoire et le territoire syrien et la population syrienne. Donc, en fait, c'est vrai. L'échec de ce plan, on parle aussi l'échec du plan, donc Al-Tanf, Deraa connaîtra un triangle qui devait aussi qu'il devait emprunter, je dirais, pour mener une agression contre la capitale Damas et qui a échoué. Donc là aussi, c'est une rage qui s'ajoute aux rages de la victoire de Douma, Harasta, en fait de l'ensemble de la Ghouta, mais aussi qui continue aujourd'hui donc à travers les différentes villes de Hajar al-Aswad, Babila, Yalda, Beit Saham, et en fait aussi on y reviendra, dans les banlieues ou dans les gouvernorats de Homs, les villes de Rastan, Talbis et Termalla, etc., qui sont libérées aujourd'hui aussi par l'armée syrienne et qui ont fait aussi l'objet d'accords, et les terroristes quittent pour aller à Jarablos et à Idlib. Alors, et ça, avant que vous alliez plus loin, on va quand même préciser une chose, d'un point de vue purement géographique, naturellement, de présenter Deraa, qui est en fait une ville qui se trouve à l'extrême sud de la Syrie, pratiquement frontalière avec la Jordanie, et de présenter Quneitra comme étant une ville syrienne, et qui se trouve à proximité de la zone du Golan occupée par Israël, et bien sûr Al-Temf qui est à proximité, qui est sur la route, et qui passe à proximité du trio de frontières entre la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Et l'Irak, tout à fait. Alors si vous me permettez aussi, je voudrais quand même, parce qu'en profiter, j'aurais dû faire même pratiquement mes premiers mots sur ce site rep à ce sujet-là, parce que c'est un avertissement sévère, solennel, c'est-à-dire qu'il y a de très forts soupçons, du moins parce que c'est une déclaration qui a été faite, que un nouveau false flag à l'arme chimique est en train de, comme celui de Douma dans la Ghouta orientale, est en préparation avec apparemment les FDS, je dirais le restant de Daesh, et surtout pour encadrer tout ça, des officiers américains. Et donc ce false flag à l'arme chimique est prévu pour se produire à proximité des Resors. Alors sachant qu'il peut très bien, parce qu'il a été effectivement dénoncé comme possible aussi à Deraa, c'est-à-dire dans le sud de la Syrie, comme à Idlib. Hein. Donc il y a apparemment clairement la volonté des Occidentaux de pousser à une autre provocation de false flag à l'arme chimique pour justifier une opération militaire du même ordre que celui du matin du 14 avril, auquel cas, Essar, je vous invite à faire une émission spéciale numéro 2, une alerte info numéro 2, hein, sur ce sujet-là, parce que malheureusement, c'est hélas ce que je redoutais, c'est que nous allons encore assister à d'autres provocations pour justifier des opérations militaire occidentale contre la Syrie dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Alors, ça tombe bien, je voulais parler aussi de en fait, de la réunion à La Haye qui a eu lieu en ce qui concerne effectivement les armes chimiques. Oui.
À et l'OIAC. qui a vu entendre effectivement, qui ont entendu des témoins syriens de la Ghouta, dont le jeune Hussein et son père, le jeune qui a été vu sur les vidéos des casques blancs et Oui. qui raconte qu'il a été juste empêché, en fait piqué, le père, et il a été piqué à ses parents, et il a été mis dans un tunnel et on l'obligeait à se tenir là. Et donc après, ils l'ont arrosé d'eau, ils ont crié alarme chimique, etc. Et en fait, il avait des suffocations à cause de la poussière. Son père a aussi expliqué ce qui était réellement arrivé, comment ces casques blancs ont émergé d'un seul coup, ont fait éruption d'un seul coup, qui ont piqué le gamin et commencé à filmer. Donc voilà. Et donc cette réunion sur les armes chimiques ou sur l'agression chimique prétendue. C'est une réunion officielle de l'OIAC, hein. Exactement. L'Organisation de l'interdiction des armes chimiques. Hein. Il faut bien le préciser parce que là, c'est l'organisation officielle qui permet de faire des enquêtes. Des réelles investigations, voilà. Effectivement, sur la question chimique et pas du tout des réunions de commission de l'ONU ou je sais pas quoi. Ça, c'est une commission spécialisée. En fait, c'est un organisme spécialisé de l'ONU en ce qui concerne les armes chimiques. Et c'est ce même organisme qui a superviser la destruction totale de l'arsenal chimique syrien en 2013 et début 2014 et qui a effectivement validé le fait que la Syrie ne détient plus aucune arme chimique et qui ont tous été d'ailleurs détruits à bord d'un navire américain qui les a détruits en pleine Méditerranée. Donc voilà, c'est... Excusez-moi, Essar, ce qu'il faut noter aussi pendant cette réunion où ce jeune enfant de, je crois qu'il a 11 ans, hein, à peu près 11 ans, a pu témoigner, c'est que l'envoyé des Américains dans les couloirs a tenté par tous les moyens possibles d'empêcher les autres délégations des autres pays d'assister à la réunion où l'enfant était en train de témoigner, où les autres victimes, je dirais, de cette mascarade ont témoigné. L'envoyé des Américains a tout fait pour empêcher ses homologues étrangers d'assister à cette réunion. C'est dire à quel point là on a affaire à une vendetta, une tentative de tromperie occidentale tout à fait claire et nette. Hein. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais quand même faire une parenthèse et un petit rappel à tout le monde. Le seul pays qui, jusqu'à présent, a utilisé les armes chimiques, c'est bien les Américains, les États-Unis d'Amérique, parce que ce sont eux qui ont utilisé les bombes nucléaires contre le Japon, Hiroshima, Nagasaki. Après, ce sont eux qui ont utilisé l'agent orange pendant la guerre contre le Vietnam. Oui. C'est une guerre d'agression, en fait, contre le Vietnam. Et donc, ce sont eux qui ont utilisé le napalm aussi en Afghanistan. Ce sont eux qui ont utilisé les armes, le phosphore blanc dans le bombardement en Irak. Ce sont eux, et les Irakiens souffrent d'une pléthore de cas de cancer jusqu'à présent. Mais aussi, ils ont bombardé Raqqa au phosphore blanc et ils ont tout ça en toute impunité de toute façon. Oui. Et ils osent accuser les autres, sans parler aussi des armes biologiques qu'ils propagent aussi bien en Afrique, dans les autres pays. Donc, le sida, l'Ebola, le Zika, etc. En fait, toutes ces épidémies
Et puis aujourd'hui, même le Yémen souffre de choléra, justement à cause de ces bombardements. Et les bombardements au phosphore et à des matières brûlantes aussi, il est manifeste quand on voit des cadavres complètement carbonisés. Je rappelle aussi qu'Israël l'a utilisé beaucoup aussi contre les Palestiniens, que jamais personne ne s'en est alerté, alors que toutes les organisations humanitaires et les organisations palestiniennes en ont parlé. Et que effectivement, il y a des questions pas de réaction mondiale. Il y a des questions qui se posent d'ailleurs concernant la composition du gaz soi-disant lacrymogène qui est largué par la police israélienne contre les Palestiniens dans Gaza. Hein. Il y a des symptômes des jeunes Palestiniens qui correspondent pas vraiment à ce qu'on appelle typiquement une exposition au gaz lacrymogène. Hein. Et il faudra faire une enquête de l'OIAC probablement ici aussi pour savoir de quel gaz il s'agit, mais c'est peu probable que ce soit seulement du gaz lacrymogène, hein, d'après les effets. Hein. Absolument, les effets, les gens meurent avec ça. Donc, c'est pas du lacrymogène, tout simplement. Ils sont en train d'étouffer et de mourir. Et ils disent, c'est des petits problèmes, ils les font mourir. Ouais. Donc, voilà. Alors voilà donc pour ce qui est cet épisode d'agression contre la Syrie, nous condamnons cette agression encore une fois et nous demandons à ce qu'il y ait une enquête et à ce que la loi internationale soit appliquée, le respect de la souveraineté de la Syrie soit appliqué et soit fait. Et puis, bien sûr, nous avons le droit de riposter et nous riposterons. Alors, il y a des choses quand même intéressantes, c'est que concernant la Ghouta orientale, par exemple, pour donner une idée de l'ampleur de la présence et de la nocivité des groupes terroristes dans Douma, vous me disiez juste avant le CITREP que chaque jour 200 mines, toutes catégories, étaient retirées de la ville et qu'il va falloir un certain temps quand même pour sécuriser la totalité de cette agglomération. Tout à fait. Alors les forces les brigades anti-mines et l'ingénierie anti-explosif en fait de l'armée syrienne et russe sont entrés à Douma. Ils ont déclaré qu'il faudrait au moins 3 mois pour que Douma soit complètement exempt et vivable, en fait, complètement exempt de dangers et de produits explosifs, hein, puisque la ville et tous les lieux sont truffés de mines et de charges explosives importantes. Mais comme de la même manière aussi, on continue à découvrir des caches d'armes et des quantités d'armes très très importantes et de tous les pays d'ailleurs, dont de fabrication israélienne, de fabrication américaine, de fabrication française, de fabrication anglaise. Donc là aussi, il faudra effectivement au moins 3 mois pour débarrasser la ville de Douma de ces mines antipersonnelles et de ces explosifs, ce qui montre quand même que tous ces terroristes et tous leurs maîtres, hein, il ne s'agit pas seulement de tuer alors qu'ils sont dans le combat, que même après leur sortie, ils voudraient continuer à tuer les gens et à faire exploser des mines sur les corps des gens. Sur les civils, oui. Sur les civils. Donc, effectivement, c'est dire à quel point la criminalité est poussée de ces groupes et à quel point ils sont soutenus aussi, puisque ces mines sont aussi très modernes et
de fabrication pour la plupart des pays occidentaux. Pour la plupart, parce qu'il y a aussi une usine à l'intérieur de fabrication d'explosifs, à l'intérieur de Douma. Alors Essar, vous nous avez... Qui appartient aux terroristes, hein, j'entends. Donc dans les tunnels terroristes, on a trouvé plusieurs usines de fabrication de mines. Alors justement, Essar, pour illustrer l'acharnement de ces terroristes malgré leur défaite, vous nous avez rapporté cette histoire de démission du leader de Jaïch al-Islam, c'est-à-dire Mohamed Allouche. Je vous laisse nous en parler. Oui, on était aujourd'hui, en fait, il a déclaré qu'il démissionnait, que de toute façon, il est temps qu'il démissionne et qu'il laisse le flambeau de la révolution à d'autres jeunes. Bon, moi, ça me fait bien rire. Pour moi, cette démission, alors qu'il a été défait, alors qu'il a été cet instrument, en fait, Jaïch al-Islam, c'est comme tous les autres terroristes, toutes les autres organes terroristes, je peux dire, comme Al-Nusra et Daesh, c'est qu'une variété de noms, hein. Ils sont tous Jaïch al-Islam plus particulièrement est dirigé par l'Arabie Saoudite et alimenté par eux et voilà. Donc après cette grande défaite, je pense qu'il a été contraint effectivement à démissionner parce qu'il a expiré, il ne sert plus à rien puisque tout Jaïch al-Islam est pratiquement sorti de la Ghouta et de l'ensemble des territoires autour de la Ghouta, malgré des grands et vastes équipements et armées qu'ils avaient, parce qu'ils avaient même des chars, hein, ils avaient des 50 chars, ils avaient des pléthores d'hommes venus de partout, des combattants, plus des armes super sophistiquées, donc qui étaient données à ces gens-là. Pour combattre l'État syrien. Donc ils ont été défaits et puis ils ont dû sortir et aller sans armes, sans rien à Jarablus. Donc voilà, où ils étaient accueillis d'ailleurs comme des lâches et comme des défaillants. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand une faction terroriste a échoué suivant les plans occidentaux, il est dissous, une autre étiquette toute neuve avec un autre nom est créée pour que ceux qui étaient dans l'ancien groupe puissent aller dans le nouveau, en donnant l'impression que c'est quelque chose de totalement nouveau qui vient d'être créé. Il y a aussi le cas des casques blancs, hein. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'apparemment les Américains ont cessé ou ont suspendu le financement des casques blancs. Exactement, voilà. Il y a ça, mais en fait, c'est toujours, en fait, on plie et on recommence. Je veux dire, on plie parce que c'est devenu trop connu ou ça s'est trop défait. Et on commence à nouveau par la fabrication d'autres groupes auxquels on donne un nom différent, un nom nouveau, parce qu'il y a là actuellement qui est en fabrication la nouvelle armée syrienne que fabriquent les Américains, n'est-ce pas? Oui. Et puis qu'ils entraînent à Al-Tanf et qu'ils entraînent dans les bases aussi à l'est de l'Euphrate. Donc c'est pratiquement en fait un éternel recommencement. Ils essayent de recycler tous les restes, je peux dire, de ces organisations pour continuer un nouveau plan d'attaque contre les pays souverains et pour les mettre sous leur coupe ou pour les aliéner leur indépendance. Donc, cette pratique, aujourd'hui, on en voit l'illustration sur le terrain de manière tout à fait évidente. Voilà. D'accord. Donc, alors, on va quand même pas éluder la question, je dirais, des victoires de l'armée syrienne, hein, puisque... Non, justement, j'allais y venir parce qu'il est important, effectivement, de montrer que malgré tout ceci, l'armée syrienne continue à avancer.
elle ne s'attarde pas non plus à ces bêtises, entre guillemets.